Alors, la première question. Oui, bonjour. Sergio Avalos. Je suis père d'un enfant en situation de handicap et de surcroît en situation de handicap intellectuel. Et je suis devenu, au fil du temps, enseignant d'inclusion sociale de personnes en situation de handicap. Et je fais une thèse sur la question. Et je me demande si ce ne serait pas plus simple de travailler sur les questions que vous avez abordées en reprenant la définition de handicap de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap et le modèle social qui existe depuis longtemps, notamment chez les Britanniques, donc ici à côté, qui dit que en fait le handicap n'est pas une question inhérente à la personne, mais c'est la société qui crée des barrières. Et là, vous avez insisté notamment sur les barrières finalement d'attitude et comportementales. Mais en général, en France, on continue à mettre le poids sur les personnes et on a du mal à voir ces attitudes et ces barrières et à les éliminer. Et notamment concernant le handicap intellectuel, à un moment donné, vous avez dit la personne vous considère comme si vous aviez un handicap intellectuel. Et alors, en fait, la personne devrait considérer et devrait être consciente qu'elle a en face une autre personne, un être humain, handicap intellectuel, physique, esthétique ou pas, peu importe. Et je crois que c'est là le gros du problème. Et de ce point de vue, je reviens à ma question, est-ce que nous pouvons aller peut-être plus vite en utilisant ou en diffusant plus, mettant l'accent sur cette définition de la Convention qui n'est pas la définition de la loi 2005, par ailleurs. Merci. C'est vrai. C'est vrai, merci. J'avais participé à Genève justement à un colloque international sur cette question de la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Et il y avait justement dans la salle de nombreuses personnes atteintes par le handicap intellectuel, ce qui nous avait permis de faire des exposés en facile à lire et à comprendre, ce qui est particulièrement difficile d'ailleurs, d'arriver à adapter un propos pour tout le monde, mais extrêmement intéressant et formateur hein, pour les intervenants. Et donc on avait eu la possibilité d'une réciprocité avec toute personne qui était présente dans la salle. Alors par contre, quand vous dites c'est pas si difficile, il suffirait de prendre toute personne pour ce qu'elle est, on en est très très loin. Et la confusion entre quelqu'un qui est atteint d'infirmité motrice cérébrale et quelqu'un qui a une déficience intellectuelle est très préjudiciable. Par contre, là j'y insiste beaucoup parce que ça fait partie vraiment de la stigmatisation ordinaire. Ce qui n'empêche pas que, en effet, on pourrait adapter son mode d'entrée en matière et de discussion. Alors là, ça marche ? Oui. On pourrait adapter son mode d'entrée en matière et de discussion à toute personne potentiellement. Mais ça demanderait là un effort considérable de la part de la population, puisque ça devrait aussi porter sur non plus seulement la façon dont je réagis, mais le contenu de mon discours et la manière dont j'exprime des idées. Ce qui demande en fait une énorme adaptation. Mais alors évidemment, c'est pas personne ayant un handicap intellectuel qui vient dans la bouche des gens à qui s'adressent à ces personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. C'est plutôt déficient, hein, qu'on devrait dire. C'est une vision très négative des choses en réalité qui intervient. Et quand vous ne cessez d'essayer de prouver vos facultés intellectuelles, votre compétence, vos capacités, cette relégation-là, cette disqualification est extrêmement pénible. Même si, effectivement, d'un point de vue éthique et d'un point de vue légal, elle n'a pas de justification. Donc je vous rejoins bien, mais en même temps, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces personnes qui en souffrent au quotidien, parce que être infantilisé, c'est être diminué. Et je suis d'accord avec vous, on n'a pas non plus à infantiliser des personnes qui ont des handicaps intellectuels. Alors, moi, je vais vous répondre d'une autre façon. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, mon idée,
c'était de me dire, de toute façon, on ne va pas changer le regard de 7,2 milliards d'individus. Donc c'est pas sous cet angle-là qu'il faut que je prenne la chose, moi qui suis atteinte. Ça a été de me dire comment est-ce que moi, concrètement, je fais pour m'adapter à ce regard, pour qu'il soit moins difficile à supporter. Bon, alors heureusement, en fait, on s'aperçoit que on change un peu d'avis au fur et à mesure. C'est, j'espère, preuve d'adaptation. Je me suis rendu compte que si, au début, je pensais que c'était pas, on pourrait pas faire. Enfin, on était un peu comme Don Quichotte en train de se battre contre des moulins à vent. Et finalement, en constatant que quand même les facteurs importants d'apparition de troubles psychosociaux, c'était les épisodes de stigmatisation durant la petite enfance. Je crois qu'il est important de former dans les écoles. On a des outils, on a le film Wonder, on a plein d'outils. Nous, on fait beaucoup de débats avec les familles. Dr James a participé à Lyon à un débat. C'est très enrichissant et je pense que là, ça change quand même quelque chose. Donc j'ai quand même évolué. Je pense que voilà, je pense qu'il faut en effet s'atteler à ce problème-là. C'est important. Voilà. Oui, merci Isabelle Jam de Lyon. C'était pour vous poser une question. Vous avez pointé quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur les témoignages de gens qui vont très bien et ceux qui vont moins bien, parce que on le sait bien, notre rôle, on est des techniciens, mais faut passer vite là-dessus. Bon, on aide les familles à repartir avec un enfant différent. Et du coup, moi, je suis toujours très touchée par ces témoignages de gens qui ont eu des vies extraordinaires avec des différences compliquées à gérer au départ. Donc, j'ai une grosse collection, on va dire, de ces témoignages. Et en fait, effectivement, je ne sais pas quoi en faire parce qu'on ne peut pas balancer à la naissance. On est confronté au diagnostic prénatal. Je pense que ce serait bien qu'on l'évoque là parce que beaucoup de patients et de mamans, comme l'enfant n'est pas là, c'est encore l'enfant rêvé. On se dit il est facile de se débarrasser de celui-là et d'en faire un autre et on sait bien que ce n'est pas le cas. Et comment est-ce qu'on peut aider ces familles en modulant les témoignages extrêmement favorables et ces belles réussites et effectivement la rencontre avec d'autres gens pour lesquels c'est plus compliqué. Là, je pense que c'est directement les ateliers d'éducation thérapeutique avec justement les critères d'inclusion qui sont très importants. Et les ateliers d'éducation thérapeutique, et vraiment Pierre l'a bien présenté, donc je vais lui laisser la parole. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'approprie. On n'a pas de recette miracle et ça, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, et même au niveau d'Anna, il faut rester extrêmement humble. On vous donne des pistes de réflexion, on donne des pistes de réflexion aux gens, mais les vies sont tellement différentes qu'on ne peut pas appliquer une recette miracle, il n'y a pas de recette miracle. En revanche, peut-être d'avoir balisé le terrain en ayant réfléchi à certains aspects, on peut les aider et par ces stratégies, il est évident qu'il faut... Alors au début, moi j'étais très péremptoire et je pensais qu'il fallait donner les stratégies et qu'après, voilà. Et en fait, heureusement, c'est justement le principe de travailler en communauté, en groupe. J'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait s'approprier, que ça marchait pour certains, pour d'autres ça marcherait pas, pour d'autres il faudrait passer par d'autres... Et c'est pour ça que c'est important que tout le monde se saisisse et qu'il y ait plein d'idées qui germent. On n'a pas... Voilà. Et je pense que c'est ce que Pierre a bien soulevé dans son propos. Oui, puis par ailleurs, vis-à-vis de ces familles, même si vous ne citez pas tous ces cas exceptionnels que vous connaissez, l'attitude que vous allez avoir vis-à-vis de ces enfants et de ces familles va faire sentir cette conviction que vous avez. Et c'est sans doute le meilleur moyen d'aider les gens à se rassurer par rapport à cette différence, sans le dire et sans le mettre en avant, parce que ça serait aller trop loin, effectivement. Mais le faire sentir, le faire passer dans la consultation, c'est tout à fait essentiel. Bonjour, Cornelia Éluard, psychologue à l'hôpital d'Amiens. Je voulais d'abord vous remercier pour le travail que vous avez présenté. Je pense que dans le service, je peux parler pour mes collègues. Unanimement, le filtre à con, je pense qu'on va l'adopter avec un sourire et un soulagement, et je pense qu'il va être aussi adopté par les parents et les fratries, donc je pense que ça c'est plutôt intéressant. Et je reviens sur un deuxième point. Vous monsieur, dans votre travail, vous avez parlé du lien entre l'origine d'une souffrance physique. Est-ce que, quelle est la part finalement de l'origine psychologique de la souffrance au total? Et quand on regarde de près, nous dans notre préparation, pour ma part, je vois les enfants avant les chirurgies notamment, et on voit très clairement qu'un enfant qui est très anxieux va avoir un ressenti de la douleur beaucoup plus important, et son ressenti de la douleur est réel. Donc si on reprend tout simplement 0 à 10, l'échelle de la douleur, pour une même stimulation, pour un enfant qui n'est pas anxieux, je vais avoir par exemple un chiffre 4.
je vais penser à un autre enfant qui va être, je vis doucement, hein, je leur fais pas mal, un autre enfant qui est très anxieux. Pour le coup, son ressenti, il est à 8, 9, 10, 11, 12, voilà, ça dépasse très largement. Donc la souffrance psychologique change le ressenti réel de la douleur physique ressentie. Et je pense que intervient là aussi la souffrance psychique, l'anxiété, l'angoisse, aussi bien des parents que des fratries. Tout à fait. Ce sont des choses qu'on identifie bien dans les définitions internationales de la douleur, d'ailleurs. Elle peut être apportée à une lésion ou décrite en les termes d'une telle lésion. C'est-à-dire que l'importance subjective de la douleur est fondamentale. Et on ne doit pas, en se disant, ben voilà, maintenant, la partie lésée se trouve être réparée, entre guillemets, mais cette réparation, jusqu'où va-t-elle pour le sujet concerné? Notamment quand on a eu une douleur chronique, est-ce qu'on se débarrasse si facilement de la chronicité d'une douleur et de ses conséquences sociales? Ben, on observe que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Alors, je vous mets aussi en garde parfois par rapport à la douleur, parce que certaines personnes en situation de handicap sont tellement habituées, entre guillemets, tellement confrontées quotidiennement à la douleur qu'elles ne la citent plus comme faisant partie des besoins primaires. Or, l'enquête qu'on avait menée avec la Fondation Motrice sur l'infirmité motrice cérébrale, paralysie cérébrale, montrait en fait que celle-ci arrivait en premier dans les besoins des personnes qui ont eu à ce moment-là la possibilité de l'exprimer. Mais elles ne le disaient plus en consultation, tellement celle-ci était présente. Donc le fait que la douleur ne revienne pas comme une plainte, une litanie permanente, ne signifie pas qu'elle ne soit pas présente. En troisième, ils ont un stage obligatoire pour aller aider dans des structures d'enfants handicapés, pour aller pousser les fauteuils roulants et aider que ce soit... Et c'est obligatoire. Tous les élèves doivent faire ce type de stage en troisième plutôt que d'aller en entreprise ou en plus. Donc est-ce que ça pourrait pas être un objectif? Parce que là maintenant, vous avez quand même, nous avons les filières, le plan maladie rare, c'est une force de frappe majeure. Ça marche pas. Si. Pour répondre à votre question, je suis tout à fait convaincue. Et on a justement, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, je crois qu'au Canada et aux USA, vous avez avant l'entrée en sixième, l'équivalent de leur Petit Prince, c'est Wonder. Et je pense que vous êtes tous au niveau de la filière tête-cou, puisque c'est quand même un film qui vous concerne en premier chef, est à mon avis un très bon support. Alors on a essayé, nous, parce que au niveau d'ANA, on a été sollicité par les distributeurs français, on a essayé de faire remonter l'information au niveau de l'éducation nationale. On n'a pas réussi à leur faire prendre conscience de l'importance, parce que les distributeurs n'avaient pas mesuré vraiment la richesse de ce film. Nous, quand on l'a vu, on a tout de suite été convaincus, aussi bien, alors pas uniquement, mais aussi bien au niveau des familles concernées, mais au niveau scolaire, parce que ça décrypte tous ces petits mécanismes du harcèlement scolaire qui amènent un enfant à être stigmatisé. Et on a besoin de votre relais, parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut que l'éducation nationale se saisisse de ce merveilleux film, quoi, qui est à mon avis un très très bon moyen. Voilà. Donc si vous pouvez nous aider, ce serait super. Je sais pas pourquoi elles sont saisies ce rapport. Juste à commenter une moyenne, il y a le service sanitaire du Mondral, donc vous avez du personnel, voilà. Et donc dans le cadre du service sanitaire, ça pourrait être très facilement organisable. Oui. Alors on intervient, alors il y a Lyon,
Lyon, par exemple, va projeter le film à 600 élèves de primaire, va les faire travailler sur le dossier scolaire qu'on a élaboré avec Anna, et après ils vont faire des courts-métrages sur justement le harcèlement scolaire. Et après, nous, on va animer, Pierre sera présent, et un certain nombre de membres de l'équipe pour animer le débat et faire réfléchir les enfants. On l'a fait à différents endroits, et en fait, je pense que c'est un très bon moyen, très utile. On va le faire probablement avec Boulogne-Billancourt, au niveau du collège, parce que le film, en fait, il s'adresse aussi bien aux primaires, mais aussi au collège. Donc c'est vraiment un outil merveilleux. Alors par contre, avec l'éducation nationale, ça va être pas si simple. Je connais bien et je vois les limites. En fait, nous avons en France une approche qui est très intellectualisée et très peu expérientielle. Donc quand vous dites travailler sur telle œuvre, on va travailler sur une œuvre comme si c'était une œuvre de fiction, on va analyser les mécanismes de fiction de l'œuvre, on va envoyer des injonctions de grande ampleur, du type l'injonction éthique, respecter toute personne, etc., sans essayer de travailler sur les relations réelles qu'il peut y avoir entre les élèves au sein de la classe, par exemple. Et avec des difficultés, on le sait bien, d'inclusion des élèves en situation de handicap au sein de l'éducation nationale, avec un débat parlementaire tout récent concernant le statut d'AVS, mais je passe. Et donc on a aussi ici une difficulté qui est liée à notre manière d'apprendre. Quand je dis expérientiel, ça passe par le fait de réfléchir sur ce qu'on a fait réellement au sein de la classe dans les interactions avec les autres. Et ça, on y est assez peu habitué dans notre propre monde. Mais on peut, là encore, faire évoluer les choses. Alors, en effet, pour le dossier scolaire, c'est un peu ce qui s'est passé, ce que décrit Pierre. Le dossier scolaire qu'on nous avait soumis en première intention avait été élaboré par une institutrice. Et c'est vrai que quand on a lu le dossier, on s'est dit, mais il passe à côté de vraiment du concret, je crois qu'il était trop bienveillant, ce dossier scolaire. Et on a dit, en fait, aux distributeurs, il faut que vous ayez le courage d'attaquer au sein de votre film, il y a tous ces petits mécanismes et il faut qu'on en parle et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pas uniquement sur des grandes idées très généreuses, ça fera pas avancer le débat et ça fera pas évoluer les enfants. Et ça a été tout le travail d'Anna, ça a été de reprendre, alors ils avaient fait une grosse partie du travail, mais nous on a pointé du doigt vraiment des choses concrètes qui n'étaient pas forcément très sympathiques à voir, mais je crois que le harcèlement scolaire, malheureusement, ça ne concerne pas que les enfants en situation de handicap, c'est un fléau dans nos cours de récréation. Et moi, sincèrement, je ne connais pas de famille qui ne soit pas concernée par le problème sans avoir d'enfants qui ont des atypies. Donc voilà. Mais je crois qu'on peut croire à beaucoup de choses. Donc on peut peut-être espérer que l'éducation s'en saisisse parce que c'est un peu ce qu'on fait dans Anna. Quand on a commencé à lancer ce projet, on ne pensait pas arriver là où on en est et on est surpris mais heureux et on voit que ça germe et qu'il va y avoir plein de choses qui vont germer de là. Donc je pense qu'on a le droit de rêver et d'y croire. Il y a 2 chirurgiens ici qui m'ont opéré, ils disaient que j'étais toute petite. Pour répondre à ce que vous disiez, j'ai décidé il y a 2 ans de faire de la sensibilisation scolaire, professionnelle, et là où je peux aller. Parce qu'en fait, il y a des gens, j'ai subi des choses où je ne peux même pas dire ici, parce que en tant que médecin, vous n'aurez peut-être pas le cœur assez lourd pour entendre ce que j'ai à dire. Mais il y a des gens autour de moi, ils parlaient à ma place, sauf qu'ils employaient des mots qu'il ne fallait pas. Donc les gens, vous avez dit une phrase qui m'a touchée, c'est que les gens, ils ne me parlent pas, mais à mon voisin d'à côté. Et donc du coup, je me suis dit, attends Christine, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que les gens te regardent autrement? Est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils te regardent autrement? Et le mieux, c'est d'aller les voir, leur dire, voilà, ma tête, elle est peut-être déformée. J'ai peut-être pas ton corps, mais au moins, je suis en face de toi pour qu'on puisse échanger. Et j'ai envie de dire aussi à d'autres personnes, et faites très attention quand vous parlez à... Moi, j'en ai marre qu'on me dise, ah, mais pauvre Christine, t'as subi ça,
oui, mais cette jeune fille, elle a son visage. Non, parle pas à ma place. Si j'ai envie de parler, voilà, je suis en face de toi, si tu veux qu'on se parle, mais parle pas à mon voisin, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Merci. Merci. Je crois que je partage complètement votre analyse parce que ça a vraiment été le point de départ de ma démarche. Ça a été de dire je ne vais pas les changer. Moi, je vais essayer de voir comment moi je m'adapte pour que ça me fasse moins mal. Voilà, ça a vraiment été le point de départ. Deuxième point, je crois que votre démarche au niveau des écoles et des ateliers de sensibilisation, c'est bien ce qu'on a mesuré chez Anna. C'est pour ça qu'on a ce groupe des aînés. Ils parlent, ils disent ce qu'ils pensent. Quand on a une idée, on leur soumet, ils nous disent ah non, là vous vous plantez complètement, ou oui vous avez raison. Et on les fait rencontrer les chercheurs parce qu'il ne faut pas rester dans sa bulle de sa tour d'ivoire. Et je crois que c'est tout l'intérêt. Les ateliers de sensibilisation, il faut savoir que c'est Anan qui les porte. Anan, elle est confrontée tous les jours au regard de l'autre. C'est elle qui les a montés avec Sonia Roux, qui est un professeur de lettres, et elle va être appuyée, épaulée par les aînés, parce que, oui, elles savent. Et Anan, il faut savoir qu'elle est en contact avec des familles du monde entier qui viennent la voir, qui disent comment tu fais pour gérer. Voilà, moi je te donne mes petits trucs, mais ça marchera peut-être pas chez toi, mais voilà ce qu'on fait, comme on fait. Et je crois que vous avez raison. Et c'est justement toute la démarche du groupe des aînés, c'est de donner la parole à ces. Alors, on a choisi des jeunes parce que je pense qu'ils sont peut-être plus au fait. Moi, je suis un peu dépassée par Facebook, par toutes ces. Il y a des codes, des choses à savoir, et ces jeunes adultes bien plantés dans leur basket, je crois que ça peut être une aide précieuse pour les plus jeunes. Voilà. J'avais une autre question. Aurélie Majot-Bourrias, je suis orthodontiste, je suis praticienne attachée au sein du service de chirurgie maxillofaciale et plastique, et je suis aussi orthodontiste en libéral. C'est vrai que d'abord, je voulais vous féliciter pour vos interventions. C'est passionnant et tellement important pour nos patients. Vous avez cité Wonder, le film, mais ça existe aussi en livre, qui est un livre merveilleux et qui pourrait être aussi utilisé dans les écoles, peut-être plus facilement que de décrypter quelquefois un film. C'est peut-être aussi la possibilité d'un livre. Et j'ai une autre remarque aussi, parce que j'ai la chance de pouvoir suivre des enfants porteurs de fente. Depuis quasiment, je les connais depuis leur diagnostic anténatal jusque quasiment leurs 20 ans, 25 ans, parce qu'on a des relations assez exceptionnelles avec ces patients et ces familles. Et c'est intéressant d'avoir leur feedback. Et c'est vrai que très souvent, on parle des parents qui sont en première ligne, mais eux, ils sont aussi en manque parce qu'ils doivent s'approprier leur malformation, le vivre au quotidien dans les écoles. Et là, ce n'est pas leurs parents qui sont vraiment en première ligne, c'est vraiment eux. Et leur réaction, et la réaction d'une d'entre elles, qui m'en a parlé récemment, c'est de dire, moi j'aimerais bien pouvoir échanger avec des jeunes de mon âge, avec des ados qui ont les mêmes problèmes, les mêmes réflexions, sans aller sur des forums où je vois les mères de famille, les parents se lamenter, savoir comment faire le biberon, le machin. J'en ai rien à faire, c'est pas ma life. J'aimerais savoir comment échanger. Donc, est-ce qu'avec En Piste, avec votre association, ils peuvent aller justement sur votre site internet et avoir des contacts pour pouvoir échanger entre jeunes ? Alors, je ne pense pas vraiment sur notre site En Piste. En revanche, c'est vrai que la création de ce groupe des aînés d'Anna, alors au départ, on pensait faire un groupe des aînés du Névus, c'était parti avec les associations Névus, et quand on les a réunis, ils nous ont dit pas du tout, nous, on n'a pas du tout envie de se spécialiser dans le Névus, on veut accueillir toutes les personnes qui ont les mêmes ressentis que nous, qui ont les mêmes difficultés. Et vraiment, c'est notre vocation à ces jeunes, c'est de dire on veut aider les plus jeunes pour leur dire, voilà, moi mes trucs et astuces, voilà ce que ça a été. Et je vous rejoins tout à fait sur les forums. On a souvent beaucoup de parents, c'est normal, hein, c'est tout à fait, voilà. Et il y avait le besoin de créer cette entité de ces jeunes qui sont quand même, alors on a quand même une psychologue au sein du groupe parce que on est sur un sujet sensible, j'arrête pas de le dire. Au début, quand on se lance là-dedans, on y va la fleur au fusil, on pense que tout est simple, c'est pas si simple. Il faut pas déstabiliser des gens qui ont trouvé des systèmes. C'est vraiment, il faut être
très vigilant et ça j'y tiens. C'est pour ça qu'on prend du temps à faire nos outils et qu'on les remet souvent en question, parfois peut-être trop, mais il faut vraiment être très prudent. Et donc ce groupe de jeunes, il n'est pas livré à lui-même. C'est pour ça qu'on a un noyau de 30-35 ans qui est vraiment un noyau assez impressionnant, épaulé par une psychologue. Et ils ont justement cette vocation d'aller vers les plus jeunes en ayant vraiment... voilà, je pense que c'est une idée. Je ne sais pas ce que Pierre en pense. Il les a rencontrés. Ça a été un échange merveilleux. Oui, je confirme. C'est très important pour les personnes concernées de se réapproprier leur propre histoire. Parce que sinon, vous n'êtes que dans la récitation de ce qu'on a dit autour de vous. Vous donnez l'image aussi, peut-être, que les parents attendent de vous. Puis à un moment, vous vous dites non, finalement, je ne vais pas rester là-dedans. Je vais créer le récit de ma vie et pas la récitation de ce que j'ai appris et que je raconte partout ailleurs. C'est ça la réappropriation. Et effectivement, quand on travaille avec des pairs, PAIRS, des gens qui sont comme soi, c'est un très bon moyen de se le réapproprier. C'est ce qu'on appelle la pair-émulation, l'émulation par les pairs. C'est une manière, en sociologie bien étudiée, de montrer comment on arrive à se construire par l'intermédiaire de personnes dans lesquelles on se reconnaît. Bonjour. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Je pense que c'est très important de votre définition initiale au début, le fait que ce soit un choix individuel par rapport au handicap visible. Vous avez évoqué beaucoup fortement. Vous disiez effectivement, en ce qui me concerne, maintenant les gens s'adressent toujours à mon épouse généralement. Et moi, ça me permet de satisfaire profondément ma misanthropie de tatin et au con. Et par rapport aux initiatives de sensibilisation dans les écoles, dans notre association notamment, on a créé un kit éducatif pour expliquer un peu la maladie de l'enfant et ses difficultés. Et il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont réagi en disant « je ne veux surtout pas être au centre de l'attention de mes camarades, etc. » Donc ça rejoint vraiment ce concept de choix individuel. Tout comme, par exemple, ma sœur est devenue enseignante, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais elle a choisi de se saisir de ce genre de sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres professeurs des écoles qui se saisissent de ce sujet par intérêt, parce qu'en fait ça les intéresse. Et je suis pas sûr que de passer par une approche du haut vers le bas, ça soit vraiment une chose pérenne, on va dire, d'imposer ça aux enseignants. Ce que vous avez l'air de faire, ce que vous nous dites, ça me paraît beaucoup plus les gens qui se saisissent directement du sujet. Ouais. Oui, alors il faut en fait combiner une approche individuelle de la part des enseignants et une approche institutionnelle qui permette un cadre néanmoins. Parce que s'il n'y a pas d'approche institutionnelle, il n'y aura jamais de moyens, jamais de reconnaissance. Donc les deux en fait sont importants. Je le vois à mon échelle à l'université de Bourgogne où j'ai aussi des fonctions administratives, j'essaye de mettre en place des protocoles de travail en groupe où lorsqu'il y a un étudiant en situation de handicap qui est parfaitement intégré dans la classe, le but c'est justement pas d'être visible au sein de la classe, mais au contraire de participer comme les autres étudiants. C'est déjà suffisamment compliqué à mettre en place. Voilà. Et on va par ailleurs aussi valoriser l'engagement citoyen de la part des étudiants à travers ce qu'on a appelé la démarche handidactique l'année prochaine. Ceux qui accompagneront d'autres étudiants en situation de handicap recevront non seulement une formation théorique, mais aussi pourront l'inscrire à l'intérieur de leur cursus, quelle que soit la discipline concernée. De telle sorte qu'on leur dise oui, ce que vous faites là en tant qu'engagement citoyen, ça fait partie de vos études. C'est pas quelque chose d'annexe ou en plus. Non, ça fait vraiment partie de la formation d'un futur adulte que vous êtes en train de recevoir. Voilà un exemple de prise en compte. Donc c'est une démarche à la fois personnelle et en même temps structurée à l'échelle de l'établissement.
La démarche en didactique, c'est une démarche qui a été labellisée, qui peut être... donc c'était l'association I = MC2 qui avait créé la démarche en didactique, qui est intéressante au sens où on fait venir quelqu'un dont le handicap est très visible pour s'adresser aux autres dans la position de formateur. Et donc finalement, quand on n'a pas cette habitude, les gens sont déstabilisés, se disent mais lui il vient donner un témoignage. Non, non, c'est pas un témoignage, non, non. C'est un vrai discours d'intervenant au même titre que les autres intervenants et il doit être pris comme tel. Et cette personne a des capacités d'analyse et de formateur au même titre que les autres. C'est ça la démarche en didactique. Là, la démarche que j'indiquais, c'est handi-citoyen. C'est l'échelle citoyenne de la part de la reconnaissance universitaire de ce travail des étudiants. Ça marche. Handi-citoyen. Oui, on a le temps pour une dernière question peut-être ou deux autres questions. Peu importe. Bon, ben vraiment merci à tous les deux parce que je pense qu'on est tous concernés parce que moi j'appelle la 4e dimension dans nos différentes spécialités. J'aimerais bien l'avis de Pierre Ancet sur je vais revenir sur l'anténatal de tout à l'heure. Il y a effectivement la plupart des malformations, pas toutes, sont diagnostiquées en anténatal, enfin en tout cas une grande partie. Et avec toute cette préparation, il y a beaucoup de parents, en particulier de mères, qui m'ont dit après l'intervention, c'est une deuxième naissance. Et je pense que je ne suis pas la seule à entendre ça. Je n'ai pas dit c'est la naissance, c'est une deuxième naissance. La deuxième chose qui va avec, c'est les photos, puisque on leur explique à tous qu'il faut surtout faire des photos, puisqu'il y a très longtemps, on ne faisait pas de photos, et les enfants ne savaient même pas ce qu'ils avaient eu. Comme un enfant adopté, maintenant on lui explique, mais on ne l'expliquait pas non plus dans le temps. Donc il y avait ce trou entre la naissance et la première photo. Donc là, ils ont des photos, mais si les parents ne font pas de film, la seule découverte que l'enfant va avoir de son visage, avant, puisque vous avez très bien dit, 1 an, 2 ans, etc., il va découvrir, mais il est déjà opéré, donc il ne s'est pas vu à la naissance. Comment faire et qu'est-ce que ça implique pour lui, puisqu'une photo, c'est statique, c'est en 2D, c'est plat, et qu'ils ont une mauvaise vision de ce qu'ils étaient, et que nous, on pousse d'ailleurs les enfants à rencontrer des bébés dans le service qui éventuellement ont eu la même chose et qui ne sont pas encore opérés pour voir à quoi ils ressemblaient, mais ça n'est quand même pas leur visage. Voilà, il y a toute cette dimension, j'aurais bien votre avis là-dessus, et qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider ? Concernant le névus-géant congénital, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas détecter avant la naissance. Donc c'est par rapport à ce que vous disiez justement, il est indécelable en anténatal. Le névus-géant congénital dont on parlait tout à l'heure. Hein, oui. Donc ça fait partie des exceptions dont vous parliez tout à l'heure. C'est important de le souligner. Oui. Et alors, concernant ces enfants, comment leur permettre de s'approprier une image qui ne correspond plus à ce qu'ils sont aujourd'hui et qui se trouve être finalement celle qu'ils ont eue à la naissance, mais est-ce qu'on veut se reconnaître là-dedans ? Est-ce qu'on aimerait se reconnaître là-dedans ? Ce n'est pas si simple d'arriver à accepter un visage qui a été si profondément différent au départ. Qui n'est pas vivant pour eux. En plus, oui. Mais la démarche que vous faites de rencontrer les jeunes enfants qui, eux, sont bien vivants et bien en face, me paraît très instructive et importante. Mais effectivement, ça n'est pas le visage de l'enfant lui-même. Arriver à accepter ces aspects-là, surtout pour des enfants, c'est difficile. Ça se fait très naturellement, comme pour les parents, c'est très naturel. Quand on dit, bah voilà, t'étais comme ça avant, puis maintenant c'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile quand pour les parents, c'est quelque chose qu'on aurait été tenté de cacher. Et donc cette visibilité, elle va être d'autant plus importante qu'il y aura eu chez les parents cette reconnaissance de ce visage. Vous voyez, je le dirais comme ça. Un petit commentaire peut-être, Dr James. Oui, c'est vraiment intéressant parce que on est dans la vraie vie, nous, quand on les a en face de nous. Et le ressenti qu'on a, c'est que l'enfant, il veut être aimé pour lui-même et pas pour l'image qu'il imagine que ses parents voudraient. On a même le cas pour des grands sportifs où des enfants se disent si je suis le champion, on va m'aimer, et si je ne suis pas le champion, on ne va plus m'aimer. Donc l'importance des photos à la naissance, c'était là-dedans, c'est de dire on t'a aimé comme tu étais, donc on a fait comme pour tous les autres enfants, l'album de naissance et tout ça.
Mais des films, t'as raison, ouais. Ouais. Je sais pas, je pense que malheureusement il n'y a pas de réponse stéréotype, hein. C'est un peu le problème du sujet. Peut-être qu'il faut que les parents aient en effet à disposition. Il y a certains enfants qui auront envie de le savoir, il y en a d'autres qui n'auront peut-être pas envie de le voir. Je ne sais pas très bien, mais il faut peut-être que les parents aient quand même de quoi pouvoir satisfaire si jamais. Alors, ils ont tous envie... Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Donc il faut l'avoir. Après, je pense qu'il y a un moment, il faut jamais l'imposer. C'est toujours, voilà, il faut que ça vienne naturellement. Mais c'est vrai qu'il y avait. Moi, j'ai été frappée quand j'ai commencé à travailler sur le névus géant congénital. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 études sur les répercussions psychologiques sur le névus géant congénital. Il y en a je sais pas combien sur toutes les techniques chirurgicales. Et justement, ils évoquaient ce point-là dans une des études. Je crois que c'est celle qui a été menée à Nantes, où il y avait la grande majorité des enfants. D'abord, il n'y avait pas de photos, dans l'histoire familiale, et deuxièmement, il y a une grande majorité des enfants qui ne savaient pas d'où venait leur cicatrice. Donc, c'était occulté, et c'était voilà. Et c'est une chose. Et je me souviens de ma première réunion de famille à laquelle j'ai assisté. Il y avait, c'était vous d'ailleurs, Dr James. Vous étiez sidérée parce qu'il y avait une maman qui disait: je comprends pas, mon enfant raconte qu'elle a eu une attaque de requin, et en fait moi on utilise tous l'attaque de requin sur la plage quand on était interrogé, et vous disiez: mais je comprends pas pourquoi ils disent pas qu'ils ont un névus ou une brûlure. Et c'est en fait, il faut quand même savoir que c'est là où il faut faire la distinction entre, c'est ce que disait Pierre, entre un handicap esthétique secondaire à un accident ou congénital. Il y a toujours cette culpabilité de ne pas avoir répondu aux critères. Voilà. La dernière petite question du docteur Leca. Oui, allô, 1, 2, Jean-Baptiste. Voilà. Enfin, c'est juste en fait une réflexion que j'ai eue. Allô, vous m'entendez? Ça y est, ça fonctionne. Mais c'est une réflexion que j'ai eue en vous écoutant tous les deux, avec beaucoup d'intérêt. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de formation, d'éducation de la population générale à l'acceptation des différences. Et j'ai pu constater, et c'est vrai que je n'avais pas réalisé, il y a 2 types de différences en réalité. Il y a les différences qui sont innées, qui sont imposées, et puis il y a aussi les différences qui sont choisies par des personnes. Donc si dans le monde parfait qu'on imagine, la population générale finalement acceptait toutes ces différences, que deviendraient ces personnes qui ont choisi d'être différents, vous voyez, et qui ne vivent qu'à travers cette différence choisie, vous voyez? C'est juste une question. Et donc du coup, d'où la réflexion, finalement, est-ce que la vraie réponse, c'est pas justement en piste? Voilà. Et la réponse principale. Alors évidemment, il ne faut pas écarter l'éducation, mais la population générale. Je peux me placer que, en tant que personne concernée, et vous faire part de mon expérience et de mon vécu, tout en sachant que chaque trajectoire de vie est différente. Mais c'est vrai que le jour où j'ai découvert ces stratégies, je les ai découvertes de façon assez surprenante. Ma fille a voulu faire son TPE là-dessus. Ça s'est super mal passé. Nous, on était opposés avec mon mari, et il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a eu une très très mauvaise note, pas parce que son travail n'était pas de qualité, mais parce que le prof en face n'a pas compris, n'a pas supporté. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ces stratégies, je me suis dit: mais j'aurais quand même aimé les avoir plus jeunes. Ça ne m'a pas empêché de me construire, parce qu'on y arrive tous, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. En fait, l'idée, c'est de leur faire gagner du temps et peut-être leur éviter de se prendre quelques baffes. Si on peut leur éviter ça, c'est peut-être pas mal. Ça peut aider aussi les parents à savoir... je pense que c'est vraiment des questions concrètes que tout le monde se pose, et on n'ose pas donner des réponses. Alors bien sûr, il faut mettre... je mets toujours cette prudence, ça va pas marcher à tous les coups, il y a des moments à se reprendre dans la figure, il y a des moments où on n'a pas envie de l'utiliser, c'est pas grave, on a au moins ça à disposition. Moi, en fait, ça a été un peu un
un éclair le jour où je me suis dit, mais en fait, moi, quand j'étais aux urgences, j'étais très surprise de voir que dans des situations de crise, j'étais capable de faire ce que j'avais à faire, alors que je l'aurais vu à la télé, je serais peut-être tombée dans les pommes. Et c'était de me dire, bah, dans ces situations qui sont super anxiogènes pour nous, si on a une technique, si on se concentre sur sa technique, on va mettre l'émotionnel de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir à le résoudre à un moment ou à un autre. Hein. Il ne faut pas être dupe. Hein. Donc il y a tout le travail après d'acceptation personnelle, qui est un travail plus personnel qui doit se faire peut-être en one-to-one avec une psychologue. Mais déjà, si j'ai ces petites stratégies, j'ai quelque chose sur lequel m'accrocher. Elles sont encore perfectibles. Il y en a plein qui ont plein d'idées. Vous êtes tous concernés, les associations de malades, vous le savez. Enfin, il faut qu'on mette en commun tout ça pour arriver à proposer ça. Puis chacun, c'est ce que disait Pierre, il faut que ce soit approprié. Donc celle-là me correspond, celle-là vraiment je peux pas. Donc non. Peut-être que les ateliers d'éducation thérapeutique vont m'aider. Ah bah tiens, je vais aller creuser de ce côté-là. Voilà, mais c'est pour pas laisser des gens sur le bord du chemin. Et voilà, c'est... Merci beaucoup pour ces réponses. Bravo.